Mayotte est engagée dans une course de vitesse entre l'accroissement de sa jeunesse et son développement indispensable. Le premier hôpital de Mayotte, celui de Dzaoudzi, fut construit en 1851 et il fut le seul jusqu'en 1976, avec un seul médecin et 2 aides-soignants. Alors évidemment, d'autres ont été construits pour répondre à une situation d'urgence. Celui de Mamoudzou d'abord, ou encore le tout dernier, l'hôpital du Nord, ouvert à la fin de l'année 2010 avec une impressionnante maternité. Il y a 8000 naissances par an à Mayotte. On le sait, soit 5 enfants par foyer, ce qui est un record. Rencontre avec le médecin inspecteur de la santé chargé de la surveillance des grandes endémies, Guy Lajoigny. On constate que toutes les épidémies ou les endémies même qui n'existent pas en métropole sévissent ici. Alors je pense particulièrement au paludisme, à la dengue, au chikungunya, de sinistre mémoire, puisque en 2006 on a eu une grosse épidémie aussi bien à La Réunion et qu'ici, épidémies qui sont liées aux moustiques, ce qu'on appelle les arboviroses, et qui sont aussi donc à la fois des maladies qui sont liées effectivement au climat, mais à la salubrité. Donc des populations qui migrent de pays, de zones géographiques où ces maladies existent, où elles sont mal surveillées, et donc qui sont véhiculées aussi de cette façon-là. On a donc une cellule de veille sanitaire très très forte, mais aussi un des grands problèmes de Mayotte, c'est l'offre de soins. On a un taux, on va dire un ratio médecin par habitant qui est très très faible. Pour une population estimée à 200-250 000 habitants, on n'a que 15 médecins libéraux qui sont d'ailleurs concentrés sur Mamoudzou et qui traitent, on va dire, les personnes affiliées à la sécurité sociale. On va dire que ça représente 30 à 40%. Il reste 60% de personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins, donc difficulté d'intervenir très très vite auprès de personnes donc, qui ne se déclarent pas et malades, qui peuvent avoir des maladies contagieuses, complètement contagieuses. Hein. Je parlais de la typhoïde tout à l'heure. Il y a aussi des épidémies de méningite. Donc on ne sait pas tout par rapport donc, au départ de certains cas groupés de maladies qui peuvent être graves. Alors, on a mis en place un réseau de dispensaires à travers toute l'île qui sont gérés par le centre hospitalier et qui, en fait, ces dispensaires, un petit peu comme en Afrique, servent de médecine de proximité puisqu'on n'a pas de médecine libérale et permettent aux gens d'aller se soigner. C'est le centre hospitalier de Mayotte qui gère les dispensaires a mis en place des bons pour permettre à des gens dont l'urgence est grave ou la maladie est grave d'avoir un accès gratuit aux soins, quelle que soit d'ailleurs son origine. Tous les enfants de Mayotte, dans le cadre d'ailleurs du respect des lois internationales, ont le droit à des soins gratuits. Mais l'immigration clandestine pose des problèmes sanitaires très spécifiques à Mayotte. Médecins du Monde a installé pour y soigner ces gens qui ont souvent peur de se rendre dans les centres officiels de médecine ou n'ayant pas les moyens de le faire, un dispensaire à Koungou, le bourg le plus peuplé de clandestins dans l'île. Et ils vont aussi soigner avec des camionnettes médicalisées ceux qui se cachent au plus profond de la forêt. Une consultation qui pose problème comme dans beaucoup d'autres secteurs à Mayotte. Cette maman ne parle pas français comme nombre de femmes de son âge. Il faut donc une aide médicale interprète et la civilisation des papiers est pour cette maman très compliquée. Les bénévoles de Médecins du Monde se rendent aussi dans les foyers pour expliquer aux familles ce qu'elles doivent faire vis-à-vis des administrations diverses, dont évidemment celle de la santé. Donc on a monté un centre depuis décembre 2009, son ouverture.
et où on accueille tous les jours de la semaine les mamans, les parents avec leurs enfants, à la fois pour des soins pédiatriques, à la fois pour de l'orientation sociale, pour scolarisation, aider les parents à obtenir des extraits d'actes de naissance, pour affiliation à la sécurité sociale, etc. L'immigration ici, pour des raisons médicales, est de 9%. En 2007, elle était de 9% en tout cas. En métropole, elle est de 11%. On est inférieur. Donc on voit que ça n'a aucun rapport. 50% c'est pour des raisons économiques comme de partout dans le monde. Ici, 25% c'est aussi pour des raisons familiales. Ces personnes-là vivent dans des conditions qui sont dignes de pays sous-développés. Ils vivent dans ce qu'on appelle des bangas ici, c'est-à-dire 4 bouts de tôle sur un petit périmètre de 2-3 mètres carrés où toute une famille peut s'entasser sans eau courante, sans électricité. Bonjour, ça va? Avec tout ça, l'état sanitaire pour des enfants, que ce soit au niveau problème épidermique ou autre, ça ne peut pas être satisfaisant pour l'État français. Le problème n'étant pas, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'offre de soins qui existe, qui est réelle. Il y a des dispensaires, il y a des PMI, il y a des hôpitaux sur Mayotte. L'offre de soins existe. Le problème est l'accès à cette offre de soins. Or là, sur l'accès aux soins, toutes les entraves possibles et imaginables existent. Mchana mwema, usiku mwingine tena, na stahimili tu banga tujala insha Allah tambuzo stolewa. Marhaba. Une idée forte, ce serait de permettre de mettre en place un laissez-passer sanitaire. C'est-à-dire un laissez-passer sanitaire, ce serait, on dirait, un papier qui serait accepté à la fois par le consulat au niveau comorien, les consulats français au niveau comorien et la préfecture ici, pour permettre à certains malades de pouvoir circuler entre les îles. Parce que là, la politique qui est très dure là, de contrôle de l'immigration fait que souvent les malades, bien qu'ils auraient bien envie de retourner en jouant ou retourner aux Comores, restent parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne pourront pas y revenir. Les clandestins, c'est évidemment un drame pour l'île et pour eux-mêmes du reste. Ils représentent environ 40% de la population de Mayotte, soit près de 50 000 personnes. Sur les 190 000 environ que comporte l'île, ils vivent un drame humanitaire permanent. Ils arrivent des îles, en particulier celle d'Anjouan, distantes de 70 km. Ils voyagent sur de frêles esquifs, les kwassa-kwassa, qui souvent sombrent avant d'atteindre Mayotte. On estime à plusieurs milliers ceux qui se sont noyés dans cette partie de l'océan Indien, surnommé le plus grand cimetière marin du monde. Pourquoi cette immigration folle? Parce que Mayotte est un îlot de prospérité dans la région. Le revenu moyen des habitants des Comores est de 10 fois inférieur à celui de Mayotte. Quant à Madagascar, n'en parlons pas. Ils viennent pour se faire soigner de façon correcte, pour l'éducation des enfants. Les femmes pour accoucher, en espérant que leurs enfants acquerront un jour la nationalité française, puisque dans notre République, le droit du sol est constitutionnel. Ils forment une main-d'œuvre clandestine idéale, car sous-payés comme ouvriers agricoles ou en bâtiment, ou bien restent sans emploi, sans ressources. Les autorités métropolitaines tentent de lutter contre cette immigration en installant des radars sur les côtes de l'île chargés de signaler l'arrivée des kwassa-kwassa, qui sont la propriété de passeurs professionnels. Le prix du passage est phénoménal, 200 à 300 € par personne au minimum. Les kwassa, ils sont chargés. Ils sont chargés de 30 à 40 personnes. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des marchandises.
Et quand le bateau menace de couler, quand le bateau risque d'être attrapé par une vedette de la PAF, douane, gendarmerie, etc., il balance les enfants par-dessus bord. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il a balancé son enfant parce que l'enfant pleurait. Donc, si jamais la PAF entend ces bruits, ben, c'est ceux qui vont se faire choper. Donc, pour éviter ça, ils ont balancé l'enfant dans l'eau. Ils balancent les marchandises par-dessus bord, après ils balancent les femmes par-dessus bord pour pouvoir aller plus vite. Et ils trouvent souvent des quasas qui dérivent depuis 10 heures, 12 heures, 24 heures. Et en général, dans ces quasas-là, il n'y a que des hommes. S'ils survivent et s'ils sont arrêtés, ils sont parqués dans le CRA. Le centre de rétention administrative, c'est l'endroit où sont mis les clandestins arrêtés par la PAF, police aux frontières, la gendarmerie, la sécurité civile, publique, je ne sais plus, ou les douanes, et qui vont être expulsés vers Anjouan, vers les Grandes Comores, vers Mohéli, vers Madagascar. Donc ils sont là, au centre de rétention administrative, en attendant leur expulsion. Le problème, je dirais, c'est qu'il n'y a pas d'air là-dedans. La seule aération, ce sont des trous en haut. Et donc, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'air et il n'y a pas de cours de promenade, donc ils ne peuvent pas sortir. C'est ça, je pense, qui est le plus difficile. Cette immigration folle a commencé en 1995, lorsque fut institué ce que l'on appelle le visa baladure. C'est-à-dire l'obligation faite aux Comoriens d'avoir un visa pour venir à Mayotte, où ils ont souvent des membres de leur famille ou des amis. Ceci pour lutter contre les débuts de l'immigration clandestine. Ce fut un désastre. Le nombre des arrivants augmente, le nombre des expulsés de façon très brutale par la PAF aussi. Il y a eu 26 000 reconduites à la frontière en 2010, un record mondial. S'ils laissent leurs enfants, c'est quand ils ont une intention de revenir. Parce qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants, mais la plupart ils les laissent à Mayotte en se disant qu'ils reviendront un jour. Mais en général, ces enfants, ils sont là, ils sont laissés à Mayotte, mais ils vivent difficilement. Il y en a qui sont pris en charge par des amis, par la famille qui est restée à Mayotte, et d'autres qui sont dans les rues. Donc souvent, tu trouves des enfants qui dorment sur les vérandas, ou bien ils vont chez des amis, ou bien là où ils trouvent. Une maman qui est venue me demander, voilà, je veux faire entrer mon enfant à l'école et l'enfant n'a pas de papier, seulement l'extrait de naissance. Alors j'ai donné ma carte d'identité, la photocopie, j'ai donné ma facture pour que l'enfant ait une adresse. Le fait qu'on maintienne une pression très forte sur le territoire avec beaucoup d'interpellations qui se font à terre, 75% d'interpellations à terre en 2010 ont été donc les reconduites ont été surtout fondées sur des interpellations à terre, 75%, 25% sur mer, fait qu'on met une certaine insécurité, je dirais, chez les étrangers en situation régulière qui n'osent plus se déplacer. Certains, m'a-t-on dit, vivent dans des grottes au nord de Mayotte, du côté de Msamboro, et on sent bien qu'on colle un peu à la réalité, c'est-à-dire qu'on sait à peu près où sont les étrangers en situation régulière, et on fait des interpellations le matin quand ils vont à leur travail ou le soir quand ils rentrent de leur travail. Alors ce que je veux dire simplement, c'est si on veut réussir la départementalisation, c'est le message fort que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut qu'on réussisse à casser cette immigration régulière. Donc, la seconde réponse qui est tout à fait importante, c'est le développement de la coopération régionale avec les Comores, et c'est pour ça que je souhaite qu'on puisse renforcer cette politique de coopération régionale qui est tout à fait essentielle, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation, sur le plan de la sécurité civile, sur le plan économique. Il faut aussi qu'on puisse faire venir des produits, notamment agricoles, d'Anjouan, parce qu'il y a des productions qui sont intéressantes, notamment de la pomme de terre, qu'on n'a pas forcément ici à Mayotte, compte tenu de l'altitude de Mayotte qui est beaucoup plus basse que l'est la Grande Comore ou Anjouan. Donc on a des complémentarités à jouer, et je crois que c'est important de travailler dans ce sens-là, en tout cas avec les autorités diplomatiques françaises, donc l'ambassadeur de France à Moroni, on travaille pour développer cette coopération régionale.
Mais quelles sont les perspectives économiques de cette petite île surpeuplée, dont 50% de la population a moins de 20 ans? Quel développement? Quel secteur prioritaire pour ce nouveau département? Alors, les secteurs d'avenir, on les voit à peu près se dessiner aujourd'hui. C'est à la fois le développement du tourisme qui est important. À côté du tourisme, il y a bien sûr tout ce qui est agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui est quand même souvent embryonnaire, c'est-à-dire qu'on est à peine à 50% d'autosuffisance alimentaire dans les bonnes périodes, c'est-à-dire en gros entre le mois de juin et septembre, et sinon en période des pluies, même si on n'a pas beaucoup de pluie en ce moment, on est à moins de 30%. Donc il faut qu'on développe cette agriculture qui peut donner effectivement du travail à des jeunes Mahorais. Et bien sûr, il y a aussi la pêche. Comme dans toutes les îles, la pêche traditionnelle, ancestrale sur pirogue à rame ou légèrement motorisée. Mais là aussi, on se modernise. Arrivé de l'un des nouveaux palangriers à l'embarcadère de Mamoudzou. Il peut pêcher jusqu'à 1 tonne et 300 kilos de poissons en une seule nuit. Alors on est parti hier midi. On a travaillé toute la nuit et là on est de retour aux alentours de 9h. C'est une grosse ligne qu'on largue le soir aux alentours de 16h qui va durer, le temps de largage de la ligne il va durer 2h30. Et dessus il y a à peu près 600 hameçons qu'on va dispatcher tous les 40 mètres. Et comme appât, c'est des calamars congelés. Et après, on va laisser travailler la ligne dérivée environ entre minimum 4 heures et 10 heures. Et après, on relève. Et ça dure à peu près le temps de levage. Là, il y a 40 km. C'est à peu près en moyenne, c'est 7 heures, entre 7 et 8 heures de travail pour remonter toute la ligne. Et après, il y a 3 heures de route pour arriver sur zone. La zone maritime de Mayotte regorge de poissons, dont le nombre, bizarrement, augmente, pense-t-on, grâce à la piraterie somalienne. Les grands tonniers asiatiques ou occidentaux se dirigent de plus en plus vers le Pacifique. Or, chacun de ces navires-usines embarque jusqu'à 12 000 tonnes de poissons, contre 2 000 tonnes par an pour les petits bateaux basés à Mayotte. Et les prises sont essentiellement destinées au marché mahorais, alimenté par la plus ancienne coopérative de l'île, celle des pêcheurs, justement. Rencontre avec le directeur de cette coopérative, Pierre Boubet. Poissons de fond, vivano, des jolis tataous. Donc généralement, les particuliers, les poissonneries et les restaurateurs viennent se servir là. Donc on essaye on commercialise à peu près 150 tonnes. La pêche a toujours été pratiquée de manière très artisanale, de façon un peu une activité vivrière, savoir pêche agriculture, complémentarité. Et avec l'arrivée des moteurs à bord et du développement de Mayotte, il y a l'émanation d'une profession qui s'est développée. À savoir, on a à peu près 3 000 à 4 000 personnes qui sont sur le lagon pour pêcher. On peut considérer, 2 000 à 3 000 environ vivriers, à savoir les mamans qui pêchent au filet, qui pêchent à pied pour les poulpes. Et on a un noyau dur de 1 000 personnes qui pêchent la pêche de façon régulière. Voilà. Bon, en gros, vous avez les zones de pêche autour de Mayotte. Donc d'une part, vous avez l'île. Ensuite, vous avez le récif corallien qui compose le lagon. Et effectivement, l'essentiel de la pêche traditionnelle se passe à l'intérieur du lagon et aux abords. Ensuite, vous avez en rouge cette zone-là qui a été délimitée à la demande des pêcheurs, qui est située à 50 000 pour préserver la pêche mahoraise. Et l'une des autres grandes aventures de la pêche, c'est aussi la construction des bassins d'aquaculture. Aujourd'hui, Mayotte est le premier territoire d'outre-mer français à produire 150 tonnes de poissons élevés donc chaque année. L'agriculture, elle aussi, doit connaître une évolution. Les Mahorais ont toujours vécu sur ce que l'on appelle ici la gratte, c'est-à-dire l'agriculture de subsistance pour l'autoconsommation. Et la majeure partie d'entre eux ont toujours leur propre parcelle familiale, ce qui leur permet de survivre plus facilement. Mais comment développer ce secteur encore très embryonnaire, très artisanal et très sous-équipé en petite industrie de transformation agricole? Certains n'y croient pas trop.
Donc, quelle agriculture, là aussi, on a besoin? Est-ce que c'est une agriculture de subsistance? Oui. Mais une agriculture permettant aux gens de vendre à l'extérieur, moi, je n'y crois pas. Rencontre avec cette femme au sourire lumineux qui se rend sur sa parcelle à 2 heures de marche de chez elle. Effectivement, comme tant d'autres, cette paysanne de 53 ans, Fatima Atouli, nourrit ses enfants grâce à son champ. Elle est la mère de 11 enfants, dont 10 de son premier époux décédé et le dernier de son second. Elle ne sait ni lire ni écrire le français et ne le parle pas, mais elle connaît l'arabe grâce à l'école coranique. Je m'appelle Fatima Atoumani. Des fois, je reste là jusqu'à midi, des fois jusqu'à 14 heures. Ici, c'est mon champ. Oui, aujourd'hui, je porte mes outils ou mes récoltes sur ma tête. Des fois, je cultive mon champ, des fois, je cueille des braides et d'autres choses encore. Tout ce que je cultive est dans ce champ. Je cultive du songe, du manioc, des bananes et il y a pas mal de choses encore. Ça, c'est pour moi. Il arrive que je vende mes produits pour pouvoir élever mes enfants. Mais je n'ai jamais travaillé de ma vie. Le seul travail que j'ai toujours fait est de cultiver mon champ. Nous faisons partie de celles dont les papas refusaient que les petites filles aillent à l'école. Et je ne sais pas pourquoi. Dans le temps, nous, les enfants, on ne posait pas de questions. On avait peur. Dans le temps, ça n'était pas comme aujourd'hui. Un enfant ne pouvait pas poser de questions comme le fait la nouvelle génération. L'ilang-ilang est une plante avec une fleur très prisée des parfumeurs, car c'est un fixateur odorant pour l'industrie du parfum. Mais les Comores et Madagascar vendent l'essence d'ylang beaucoup moins cher, les salaires étant beaucoup plus élevés sur le nouveau département. Les planteurs de Mayotte n'arrivent plus à vendre leurs récoltes. Même Jean-Paul Guerlain est parti aux Comores. Visite de son ancien domaine et rencontre avec le responsable de cette plantation. Guerlain, quand il a repris ici, ça appartenait déjà à la coopérative, une coopérative qui était là sur Combagny. Et il y avait déjà des ilangs, mais ils n'étaient pas exploités en tant que tels. Un ilang qui n'est pas exploité, il peut monter jusqu'à... C'est aussi haut qu'un tulipier du Gabon, hein, c'est 20 à 25 mètres. Et Guerlain, lui, c'est un baroudeur, et Guerlain, lui, il s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'ilang, on va exploiter l'ilang, et ça a commencé comme ça. Mais Guerlain, lui, maintenant, il a vendu il y a combien? Le foncier, il l'a vendu il y a 5 ans. Ceux qui ont racheté, ce n'est pas des parfumeurs, donc ça a une autre orientation. Quand on était 100% Guerlain, il y avait beaucoup plus de salariés. Maintenant, on n'est plus que 5 permanents, pour la même surface. C'est une autre orientation. Donc, on ne brûle pas tous les jours comme on devrait le faire. Tu sais que les 7 à 10 premières heures, c'est le supérieur. C'est couleur caramel. Donc, je veux dire, celle-là, elle fait 70 degrés, et celle-là, elle fait entre 30 et 20. Tu vois la couleur. Mais voilà ce qu'on veut te vendre sur Mayotte, c'est de l'essence d'ylang couleur jaune et dans des fioles transparentes. Que toute huile ou toute essence s'altère à la lumière. Donc c'est déjà une hérésie complète. Les parfumeurs ne vont pas les prendre, mais tu as d'autres orientations. Tu as le cosmétique, le culinaire, la savonnerie, voilà. En fait, si Guerlain a quitté Mayotte, c'est parce que l'administration lui reprochait de n'employer que des clandestins dans son exploitation. Furieux, il vendit donc sa plantation pour aller s'établir aux Comores, où les salaires sont beaucoup moins élevés qu'ici. Comme autrefois avec les plantations de cultures coloniales, comme la vanille ou le sucre, les produits agricoles d'exportation se vendent de plus en plus mal. Alors autant développer une agriculture plus moderne. Le lycée agricole de Coconi attire de plus en plus de jeunes. Rencontre avec une étudiante et avec Andioun Madi, directeur adjoint de ce lycée. C'est un phénomène nouveau, oui, parce que de plus en plus, les jeunes et les parents constatent bien que l'administration publique est saturée et que la voie d'avenir à Mayotte, c'est au niveau de l'agriculture et de la pêche. Donc, à force de marteler dans les médias,
dans les réunions, dans les meetings politiques, qu'il faudrait qu'on relance la production endogène et notamment l'agriculture, les jeunes prennent conscience quand même de la problématique et de l'enjeu qu'il y a à lever. Oui, il y a que mon père qui fait de l'agriculture, mais c'est pour lui. Il ne fait pas l'agriculture, il ne prend pas des stagiaires. C'est juste pour lui, pour la famille. Après, j'aimerais bien. C'est pour cela que je me suis mis à faire l'agriculture. Depuis que j'étais en 6e, j'aimais bien faire. Juste parce que ça me plaît. Après, j'aime bien me lancer. Normalement, je dois acheter d'autres terrains. C'est cher, mais il faut faire le possible pour avoir tout ce qu'on veut. Mais alors, à partir de quelle surface une exploitation est-elle rentable? Tout dépend de la production mise en place. Si c'est de la production animale et notamment l'agriculture, bon, elle a besoin un hectare ou 5000 mètres carrés, ça lui suffit pour vivre. S'il s'agit de l'élevage de bovins, eh ben là, il faut un minimum de 2 hectares pour 5 têtes. Et tout, c'est en fonction de l'activité et puis de la taille. Regardez là, par exemple, nous avons ici 5 serres, mais ils sont bien conduites, donc ça permet quand même d'assurer un revenu. À condition qu'en aval, la filière est bien organisée aussi. Nous n'avons pas les grosses propriétés comme en métropole, 60 hectares, 100 hectares. Non, ici, les grosses propriétés, on peut dire qu'ils se limitent à 10, 12 hectares. Alors, en métropole, c'est un petit exploitant, ça. Quand on a ouvert la formation à l'installation, on a démarré avec des gens qui étaient de niveau 0. Et puis, on est passé à des niveaux CM2, 5e. Et progressivement, on évolue avec les publics. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec un public titulaire de baccalauréat, voire même de BTS, qui viennent en formation-installation et qui se lancent dans l'agriculture. La preuve, c'est qu'on a des jeunes qui sont titulaires de bac, qui sont installés, ça fait déjà 2 ans. Donc, de plus en plus, avec le marché de travail qui se réduise, eh ben, ils se retournent vers l'agriculture avec les parents, ils récupèrent les exploitations de leurs parents, ils le modernisent et ils vivent avec. Autre problème pour le développement, la propriété des terrains et du reste des maisons était transmise par tradition orale et familiale. On laissait vivre, cultiver et habiter les paysans là où ils vivaient depuis toujours, depuis des générations, sans aucun titre de propriété. Or, la départementalisation exige ces titres, sinon ces biens ne leur appartiennent plus. Résultat, ils doivent en principe les racheter. Et cette paysanne nous explique comment elle a hérité de son terrain et sa perplexité vis-à-vis des nouveaux systèmes de propriété. Ce champ, je l'ai eu par mon mari. C'est un champ dont je suis propriétaire. Je l'ai hérité de mon premier mari à sa mort. Ce champ a été identifié. On l'avait borné avec des pierres partout. Des fonctionnaires sont venus pour faire un relevé de propriété. Et mon mari, avant sa mort, a amené les papiers à Mamoudzou pour recevoir son titre de propriété. Mais les bureaux où ça se trouvait ont brûlé. Il y a eu un incendie. Et ils m'ont dit qu'ils vont revenir pour refaire les calculs de la surface. Mais j'attends toujours. Évidemment, la départementalisation, ça me fait peur. On a un problème foncier aigu à Mayotte parce qu'au niveau des lois, il y a vraiment des contraintes premièrement pour exproprier les gens parce qu'on ne sait pas qui possède ces parcelles, si c'est à l'État, si c'est à des privés, si c'est à des communes. Donc la collectivité a mis les moyens pour résoudre ce problème-là. Donc là, on a eu récemment, on a fait le cadastre à Mayotte. Moi, ce que je sais aujourd'hui, qu'au niveau urbain, c'est plus avancé ou réglé. Donc au niveau des campagnes, c'est là où ça pose des problèmes aujourd'hui parce que ça n'a pas été fait en totalité.
Le ministère de l'économie et des finances, donc avec bien sûr le directeur des fiscaux ici à Mayotte et le trésorier général, donc devra, avec l'aide bien sûr de le ministère de l'économie et des finances, avoir une armée de géomètres experts donc, qui devrait arriver dans les prochaines semaines sous forme de mission pour évaluer parcelle après parcelle, je dirais, la base de cette évaluation cadastrale qui permet de fixer les taxes d'habitation, taxes foncières bâties ou taxes foncières non bâties. Autre exemple typique de l'incompréhension entre nouveaux administrés et les services fonciers. La mairie est venue nous dire que les terrains seraient attribués aux habitants moyennant une somme de 1 euro le mètre carré. C'était un accord avec eux. Mais peu de temps après, les gens de la mairie sont revenus nous dire que la préfecture n'était pas d'accord avec cette décision, que le prix était de 8 euros le mètre carré. Et nous ne savons toujours pas pourquoi. Pour avoir les clés, je dois payer 2000 euros, mais je ne les ai pas. Alors, on manifeste souvent sur les problèmes de propriété. Comment vit Mayotte économiquement? Comment vivent ses habitants dans cette île qui a connu depuis 10 ans le plus fort taux de progression du PIB de la République, avec environ 5% chaque année? Le port de Longoni a doublé de surface en 2010 pour accueillir l'afflux de containers de plus en plus nombreux, mais qui repartent à vide. Les exportations de l'île ne représentent que 3% de ses importations. Et on importe pratiquement tout ce qui est nécessaire à la vie moderne. Même les salades arrivent par avion de France. Résultat, la vie est très chère, et d'abord pour les Mahorais eux-mêmes, dont le niveau de vie moyen est 5 fois moins élevé qu'en métropole. Les 350 petits marchés locaux, alimentés par les produits des paysans, ne sont pas forcément moins chers que ceux du tout récent grand marché. Mais il y a des manques incroyables. Il n'y a pas de transport public. Non, en ville, ce sont les taxis collectifs qui embarquent chaque passager pour un forfait d'1,20 €. Pour aller d'un village à la capitale, on fait du stop. Et ça marche. Les seuls bus réguliers sont ceux des transports scolaires.
aller d'un bureau administratif de la capitale à un autre, c'est-à-dire de la petite terre à la grande terre, il faut souvent prendre la barge. Ça dure 20 minutes et ça coûte 75 cents l'aller-retour. Mais le passage d'une voiture coûte 15 €. Quand daigneras-tu la tête baissée, se remet au nu, gisant le corps entrelacé. Il n'y a que peu de liaisons directes aériennes avec la métropole pour le moment. La piste est trop courte pour certains gros porteurs. On parle de l'allonger, mais cela risque de porter un immense tort à l'écologie du lagon et de sa mangrove. Je veux être sous ton balcon, les jours au cou comme un pigeon. Rien ne m'arrête, pas même le bateau. Tous les tissus sont importés d'ailleurs. Quand on a de l'argent, on achète nos billets pour réserver nos places d'avion. Il n'y a pas de tissu à Mayotte, donc on est obligé d'aller les acheter à l'étranger. Quand on arrive là-bas, beaucoup de gens ne parlent pas l'anglais, donc ils se payent un guide où ils arrivent à se débrouiller avec la calculatrice. En Thaïlande, ils ne parlent pas le français, ni à Dubaï, ni en Chine. Là-bas, ils parlent chinois ou l'anglais. Nous, on ne parle pas ces langues, on ne parle que français, et dans ce pays, ils ne comprennent pas. Je dirige une entreprise de téléphonie à Mayotte, qui fait partie d'un groupe qui est un opérateur alternatif en téléphonie, internet et fixe, implanté dans tous les départements d'outre-mer. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Fort de cette réussite aux Antilles dans le début des années 2000 jusqu'à 2004-2005, le groupe a décidé ensuite de s'implanter à Mayotte fin 2006. Mayotte, c'est sur les 3 opérateurs confondus, grosso modo 140 000 lignes, oui, mobiles. Hein. Nous sommes une cinquantaine de personnes ici, en croissance toujours. Alors quand le groupe a décidé de s'implanter à Mayotte, il ne l'a pas fait en amenant un staff de l'extérieur, en recrutant des gens en métropole ou ailleurs, parmi les départements où nous étions déjà implantés. On a voulu, je n'étais pas à l'ouverture, mais je continue dans cette voie, on a voulu et on continue à creuser et à chercher des savoir-faire et des compétences qui existent ici. Et la départementalisation va apporter à tous ces commerçants de nouvelles obligations. Le RSI va apporter ce que le gouvernement va nous définir par ses décrets. Donc nous sommes le régime obligatoire pour les professions indépendantes, commerçants, artisans et professions libérales pour la maladie. Pour les indépendants, les commerçants, les artisans et les professions libérales, il n'y a aucune couverture vieillesse. Donc dans un premier temps, nous risquons d'avoir à gérer la protection sociale en tant que vieillesse pour nos ressortissants. Je ne vois pas comment un département qui sera français aurait des droits et des devoirs différents autres qu'aujourd'hui. Pour les cotisations, simplement maladie vieillesse, le RSI représente à peu près 25%. Mais à côté, vous avez toutes les autres charges obligatoires, la famille, la CSG, la RDS, et nous arrivons à un coefficient de 46% de cotisation obligatoire pour un travailleur indépendant. La civilisation de consommation moderne est arrivée il y a 25 ans seulement. Les déchets, autrefois, c'était des peaux de bananes, des coquilles de noix de coco, des noyaux de mangue. On les jetait ou on les brûlait. Mais soudain, les déchets modernes sont arrivés, hautement polluants, hautement toxiques, effroyablement disgracieux. Ils défigurent l'île. Mayotte jette déjà 235 kilos de déchets durs par personne contre 350 kilos pour la métropole. C'était pratiquement zéro au début des années 80. Il existe de grandes déchetteries, comme celle de Petite Terre, mais la vraie problématique, ce sont ces déchets qui jonchent les rivières, les abords des routes et les terrains vagues. Aujourd'hui, Mayotte rentre dans une société de consommation. La population de Mayotte n'a fait que presque tripler, voire quadrupler aujourd'hui. Avec la modernisation, les appareils ménagers, les gazinières, ce qu'on appelle aujourd'hui, une fois qu'ils sont dégradés, les monstres.
Et tout est là, quoi. Tous les ans, je ne sais pas quel pourcentage du parc automobile augmente à Mayotte chaque année, mais et ces véhicules qui arrivent tous les jours marchent avec les batteries. Une fois que les batteries sont usées, les batteries souvent sont déposées à côté. Il y a les pneus, il y a les huiles usagées. Tout ça, ce sont des déchets aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans le temps. Effectivement, la population a pris conscience de la problématique des déchets à Mayotte. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc Mayotte a commencé le traitement de déchets depuis 1996, et ça continue. Mais il y a des améliorations à faire, notamment au niveau de collectivité, surtout parce qu'il faut savoir que la problématique des déchets, c'est une compétence des communes. Et que les communes, aujourd'hui, ont très peu de ressources. Comme vous le savez, qu'à Mayotte, il n'y a pas encore les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas les taxes d'habitation. Ces collectivités-là n'ont pas les revenus que les collectivités à métropole ont. Certaines communes arrivent peu à peu à gérer cette accumulation de déchets, comme celle de Bandjaboua. Donc moi j'ai mis notre service, ce n'est pas de ma mission, un service parallèle à la commune qui essaie de passer derrière pour que la commune soit propre. Moi la commune quand il est propre, on essaie de résoudre le problème de l'insalubrité. Ma politique à moi, c'est la sécurité de mes administrés. Donc pour avoir une bonne santé, il faut que les caniveaux soient tous les jours nettoyés, les poubelles soient ramassées. Voilà, ça c'est une politique de longue haleine, donc, mais il faut le faire, mais aussi une politique de sensibilisation. Norbert Delon est responsable d'une opération de nettoyage général lancée il y a quelques mois. Le but est d'effectuer un nettoyage de l'île sur toutes les communes, là où sur les endroits les plus touristiques, que ce soit les plages ou les lieux de rencontre, et également les abords des écoles. Alors ce nettoyage est effectué par des équipes de contrat emploi solidarité, des CES, qui ont été placées dans toutes les communes de l'île, que ce soit sur Petite Terre ou Grande Terre. On a un total, en tout, nous avons 187 agents qui ont été recrutés. Pour l'instant, la seule solution ici, c'est d'enfouir ou alors d'exporter. Alors, on peut exporter les déchets qui sont recyclables. Et quand les plages sont propres, Mayotte est resplendissante. On va vous faire rêver. On va visiter ce lagon, l'un des plus beaux du monde. Cette extraordinaire réserve naturelle a été déclarée récemment parc naturel marin. Partons avec Nils, un passionné et défenseur très actif de la préservation des fonds sous-marins et de ses alentours. Il donne même dans les collèges et les lycées chaque semaine des conférences pour enseigner aux jeunes Mahorais les règles et les comportements nécessaires pour préserver l'environnement de cette île que l'on surnomme l'île au trésor. Et ce, bénévolement. Donc là, on vient de passer la barrière de corail. On est actuellement en face, côté extérieur de la Petite Terre. Donc on est sur l'île volcanique par elle-même de Mayotte. La dernière éruption, ça a été la Petite Terre. Il en reste encore le lac Ziani, le lac de cratères. Et puis on passe devant là les cratères effondrés du site de Moya, qui sont vraiment des sites exceptionnels, notamment pour l'observation de nombreuses tortues marines qui viennent pondre sur ce site. Et donc on descend le long de la barrière pour rejoindre la passe en S. Et là, on observe des quantités assez importantes de dauphins à long bec, et, de dauphins tachetés aussi, qui sont les stenelles. Ce sont les dauphins qui viennent à l'étrave. Ulevahe kanivia tirudi timshelemeta aburi kanivia mama look young rastom baby rastom zure hasta uns revolutionnaire hasta ulem zure hasta uns revolutionnaire nature. Et
puis, il y a ensuite les autres espèces, parce qu'on peut observer plus d'une douzaine d'espèces de mammifères marins à Mayotte. Certaines sont là que de passage. On a bien sûr la baleine à bosse, qui vient que pendant la saison de reproduction, de juillet à novembre, où là, elle va jouer un petit peu la star du lagon. Donc on est devant l'îlot de sable blanc de Sazilé, qui est le plus grand des îlots de sable blanc de Mayotte. C'est pas le seul, on a plusieurs îlots autour de l'île. La légende, c'est qu'on est déjà sur Sazilé, on est au sud-est de l'île. Sazilé, ça veut dire il y a très longtemps. Un roi voulut marier son fils, et pour que la cérémonie soit le plus grandiose possible, pour éviter que les mariés, les invités se salissent dans le cortège en accompagnant les mariés, dans les rues qui sont très boueuses à Mayotte, il y a beaucoup de terre, le roi a décidé de répandre du riz dans les rues pour que le cortège ne se salisse pas. Par contre, Allah, on est dans un pays musulman, Allah, mécontent du gâchis de la nourriture, d'avoir répandu ce riz quasiment inutilement dans les rues, déclencha une tempête qui ensevelit le village. Et de cette tempête resta un îlot de sable blanc, qu'on appelle en Chimaoré le Msanga Tsoolé, l'îlot de riz. Le riz s'est transformé en sable. C'est aussi pour ça que c'est interdit de ramasser du sable blanc sur cet îlot, parce que Allah voit, et si tu ramasses le riz, c'est comme si tu voles la nourriture, donc c'est interdit de ramasser le sable. Comme ça fait 28 ans que je suis à Mayotte, je vois l'évolution et le développement de Mayotte. Je crois en plusieurs petites structures hôtelières à Mayotte qui vont marcher d'ici ces 10 prochaines années qui arrivent, quoi. Le développement du tourisme est incontournable ici et les gens sont accueillants. Il y a environ 1 millier de lits à Mayotte, ce qui est encore très peu. Maintenant, là, on est en train de, comme Mayotte est encore dans un développement, il faut plusieurs petites activités pour pouvoir gagner sa vie. Donc maintenant, je passe aussi au niveau de la restauration. Et on va faire de la restauration locale, présenter dans des tagines, parce que le poisson ici est d'une qualité extraordinaire. Ça vaut le coup de présenter une belle structure. Les repas mahorais, ça suffit. C'est ce qui manquait, c'est ce qui manque. Il nous manque des belles structures pour présenter le savoir-faire mahorais. L'île a vraiment un très très gros potentiel touristique, ne serait-ce que par rapport aux autres îles de la région. Pour se différencier, Mayotte a tous les atouts. Je veux dire, il y a une culture forte, il y a une authenticité quand on est sur l'île. Il y a un patrimoine naturel qui est exceptionnel, il y a un accès à la mer qui est fantastique, qui est facile, il y a une richesse incroyable. Ce sont des atouts pour développer un tourisme. Mayotte a toutes ses qualités. Elle a vraiment ses atouts pour se développer touristiquement. La départementalisation est un pari
que l'on espère voir réussir dans 10 voire 25 ans. Ce pourrait être ainsi l'exemple extraordinaire d'une fusion entre deux systèmes de pensée et d'organisation. Essayons qu'elle ne perde pas sa moussada, qui est un mot mahorais intraduisible, mais que l'on pourrait appeler la solidarité. Bref, un modèle unique de mondialisation. Bonne chance à cette île 101.